Alors bonjour, je suis Mustafa Miftahi, professeur de la matière de sciences d'ingénieurs au sein du lycée technique de Laayoune, Académie régionale Laayoune Saqiya El Hamra. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va traiter le chapitre implantation des moyens de production. Ce chapitre il est destiné aux classes de deuxième année bac sciences et technologies de la mécanique. Dans l'unité de production, la fonction c'est distribuer. Alors tout d'abord, on va commencer par le plan du cours. Alors nous avons quoi? Premièrement, mise en situation. Deuxièmement, les types de flux. Troisièmement, les types d'implantation. Quatrièmement, implantation par la méthode déchaînant. Et cinquièmement, on va traiter un exemple d'application. Alors commençons. Alors mise en situation. Alors dans un processus d'usinage, une machine est constituée un maillon de la chaîne de production. Il est donc destiné à communiquer directement ou indirectement avec d'autres postes d'usinage. Parce que dans un centre, dans un processus d'usinage, nous n'avons pas une seule machine ou bien un seul centre. Donc nous avons plusieurs centres, comme on a vu dans le chapitre précédent. Donc une machine va constituer seulement un maillon parmi les autres maillons de cycle d'usinage. Alors l'outil implantation, il va permettre d'organiser la disposition des unités de production entre les différents postes d'usinage. Alors objectif de cette implantation, en fait, c'est quoi? Alors pour but, l'organisation des ressources d'une unité de production visant à structurer et raccourcir les flux de matière. Ça veut dire, une fois on va raccourcir le flux de matière entre les postes, ça veut dire on va réduire le chemin de transfert de la matière d'une poste à une autre. Comme ça, on va gagner du temps dans le processus d'usinage. Par conséquent, c'est optimiser la production. Voilà. Alors, les types de flux. Alors, en fabrication, normalement, on distingue deux types de flux. Soit nous avons un flux qui est continu. Alors, la production continue ou bien en ligne, il va concerner les très grandes séries type automobile. Ça veut dire, si nous avons une grande série, ça, on parle d'un flux de production qui est continu. Alors, ou bien on peut avoir un flux qui est discontinu. Dans ce cas-là, la production en discontinu, elle va s'appliquer aux pièces de type varié, en quantité limitée. Ça veut dire, nous n'avons pas une production tout le temps de la même pièce, soit que nous avons un changement de pièces. Donc ça, on parle d'un flux qui est discontinu. Alors, les flux de produits, ils résultent des facteurs suivants. Implantation des machines, bien sûr, et puis les moyens de production, comment on va produire, la gamme, la façon, bien la méthode qu'on va suivre, et puis la quantité à fabriquer et la maîtrise du processus qui parle du processus d'usinage des pièces. Alors, puis, on va voir les types d'implantation. Alors, type d'implantation, on peut avoir une implantation en structure homogène. Ça veut dire quoi? On va rassembler les machines ayant les mêmes techniques de fabrication aux mêmes fonctions. Alors, exemple ici dans cette figure, nous avons ici une figure. Alors, à côté ici, nous avons magasin, l'outillage, ainsi de suite, matière première. Et puis, chaque zone, on va rassembler les machines ayant les mêmes techniques de fabrication. Ça veut dire, par exemple, ici dans cette zone-là, nous avons des machines qui vont faire seulement le tournage. Et puis ici, dans cette zone-là, on va rassembler les machines qui vont faire seulement le fraisage. Dans cette zone-là, nous avons le perçage. Dans cette zone, nous avons électro-érosion. Dans cette zone, nous avons ébavurage ou bien lavage. Et dans une autre zone-là, nous avons des machines de contrôle. Ça veut dire ça, on appelle une structure homogène, ça veut dire chaque famille de machines, elle est rassemblée dans une zone. Voilà. Après, nous avons une implantation en ligne de fabrication. Alors, elle est spécialisée pour une famille de pièces ou bien de produits. Les machines sont implantées de telle sorte que la matière passe toujours dans le même sens sans retour en arrière. Donc ici, nous avons un acheminement poste 1 vers poste 2, vers poste 3, vers poste 4, ainsi de suite. Ça veut dire, une fois la matière première passe entre le poste 1, donc il va passer obligatoirement à 2, à 3, à 4, mais on ne peut pas revenir de 4 à 2 ou bien de 4 à 3, donc toujours nous avons un passage en avant. Ça, on appelle
une implantation en ligne de fabrication. Alors, nous avons également une implantation en cellule de fabrication ou bien ce qu'on appelle un élan de production. Alors, ça veut dire quoi? On appelle élan de production un regroupement de postes de travail traversés par des flux de matière utilisant ces postes dans un ordre variable d'une gamme à l'autre. Ça veut dire qu'on ne va pas suivre une seule gamme, nous avons une variété de gammes parce que nous avons une variété de familles de pièces. Alors, exemple ici, nous avons dans cette figure la matière première, bien magasin de matière première, et puis ce qu'on voit ici, la flèche, elle va représenter le chemin qui va suivre le flux de production. Par exemple ici, une flèche vers T, T ça veut dire le tournage, vers un tour revolver ou bien tour à commande numérique, puis vers fraisage, vers perçage, vers rectification et puis vers pièce finie, ça veut dire vers la livraison. On peut avoir d'autres chemins ici. Donc nous avons plusieurs chemins. Alors ça, on parle de quoi? D'une implantation en cellule de fabrication. Ça, on appelle une cellule de fabrication. Ça veut dire on va positionner les postes selon différentes gammes et différentes pièces qu'on peut réaliser. Voilà. Alors après, on va faire l'implantation par la méthode des chaînons. Alors dans notre programme, c'est cette implantation qui est demandée à faire. Donc on va faire cette implantation. L'objectif, c'est quoi? Positionner plusieurs machines ou bien postes de travail pour faciliter les transferts entre eux en prenant en compte les liaisons nécessaires. Voilà, ça veut dire les liaisons entre les différents postes d'usinage. Alors pour ça, donc, on a besoin de définir quelques termes. Nous avons tout d'abord chaînon. Parce que si on parle d'une méthode des chaînons, donc tout d'abord, il faut définir c'est quoi un chaînon. Alors on appelle chaînon un besoin de transfert nécessaire entre deux postes. Nous avons poste 1, poste 2. Donc la poste 1, elle va faire un travail. On va livrer la pièce sortie du poste 1 vers le poste 2. Donc ici, nous avons besoin d'un chaînon. Donc cette liaison-là, elle s'appelle un chaînon. Le nombre de chaînons d'un poste sera le nombre de postes avec lequel il aura des articles transférés. Ça veut dire que si nous avons poste 1, il va une liaison avec poste 2 et poste 3. Donc ici, on parle de deux chaînons ou bien deux liaisons. Alors puis, nous avons le de fabrication. Le lot de fabrication, c'est quoi? C'est la quantité d'articles régis par le même ordre de fabrication. Ça veut dire une fois on a réalisé une quantité par le même ordre, donc on parle ici de lot de fabrication. Alors pour une ressource, c'est la quantité de pièces transformées entre deux changements d'outillage spécifiques. Ça veut dire, c'est le changement, une fois on a fait le changement d'outillage, donc ici on parle d'un autre lot de fabrication. Si on reste toujours sur les mêmes outils, donc on parle du même lot de production. Et puis nous avons ce qu'on appelle lot de transfert. Le lot de transfert, c'est quoi? C'est la quantité de pièces transmises simultanément d'un poste de travail au suivant. Ça veut dire le groupe de pièces qu'on va aller amener du poste 1 vers le poste 2, ça on appelle un lot de transfert. Après, nous avons un indice de trafic. Alors, c'est le nombre de déplacements pour acheminer un en cours d'un poste à un autre. Ça veut dire, une fois nous avons déplacement d'un poste à un autre, donc ça, on appelle, c'est un indice de trafic. Il va indiquer le nombre de déplacements qu'on va faire entre poste 1 et poste 2, par exemple. Alors, c'est le nombre de lots de transfert par lot de fabrication, tout simplement. Et puis, le nœud à la fin, c'est quoi? Poste de travail, deux émanes, plusieurs chaînons. Alors, on va voir la figure ici. Donc, dans cette figure-là, nous avons par exemple 6 postes, P1, P2, P3, P4, P5 et P6. Et puis, nous avons des liaisons ou bien des flèches. Alors, les flèches ici, elles représentent les chaînons. Ça veut dire la liaison entre le poste 1 et le poste 2. Ça veut dire les pièces qui sont réalisées ici, elles vont aller à P2. Une fois on a réalisé le travail qu'il faut faire à P2, donc on va les transmettre vers le poste 3, vers 4, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Donc, par exemple, P1 possède 3 chaînons. Alors, si on vient ici à P1, on va voir que nous avons le premier chaînon, c'est quoi? P1, P2. Et puis, deuxième, c'est P1 avec P3. Et puis, le troisième, c'est P1 et P4.
Alors, on ne s'intéresse pas au sens, est-ce que de P1 vers P4 ou bien de P4 vers P1 seulement, on s'intéresse à la liaison entre P1 et P4. Donc ici, on va dire que nous avons ici 3 chaînons. P1, P2, P1, P3, P1, P4. Voilà. P2 possède ici 2 chaînons. Si on vient à P2, donc P2, nous avons une liaison entre P2 et P1, donc ça, c'est un chaînon. P2 et P3, un autre chaînon, donc on va dire que P2 il a 2 chaînons. Alors tout à l'heure, on a parlé de nœud. On a dit que le nœud, c'est le poste de travail d'où émanent plusieurs chaînons. Alors le cas ici, par exemple P1, c'est un nœud. Pourquoi? Parce qu'ici, nous avons 3 chaînons. P1 vers P2, P1 vers P3, P1 vers P4. Donc ça, c'est un nœud. P2 également, c'est la même chose. P3, P4, P5. Seulement P6 n'est pas un chaînon parce qu'il a une seule liaison avec le poste 5. Voilà. Alors après, le principe ici, c'est quoi? Le principe consiste à positionner les postes dans l'ordre décroissant de leur nombre de chaînons. Alors, permettant ainsi de mettre les postes les plus contraints au centre de la cellule. Ça veut dire, on va compter le nombre de chaînons de chaque poste et puis le poste le plus contraint, le plus chargé, il faut le centrer dans la cellule. Alors, voilà. Alors, les manutentions seront ainsi faciles pour réduire le temps de transfert. Alors, à la suite, ici, on va faire un exemple d'application. Alors, on va prendre notre exemple. L'îlot à implanter comporte 7 postes de travail, notés de A à G. Alors, ça veut dire le poste 1, on va le nommer A, le poste 2, on va le nommer B, ainsi de suite jusqu'à G. Alors, il est prévu pour produire une famille de 5 pièces notées de P1 à P5, dont la gamme opératoire sont décrites dans le tableau suivant. Alors, nous avons quoi? Nous avons le tableau ici. Dans ce tableau-là, nous avons d'abord le repère des familles de pièces qu'on va réaliser, P1, P2, P3, P4, P5, puis la gamme qu'on va suivre, la phase 10, la phase 20, la phase 30, 40, 50 et 60. Et puis à côté ici, à droite, nous avons le nombre de lots de transfert par lot de fabrication. Alors par exemple, en commençant par P1. P1, donc, tout d'abord, on a besoin, dans la phase 10, on va travailler sur le poste A. Et puis, la phase 20, le poste D, suivi de la phase 30, poste B, et puis le poste E à la phase 40. Donc ici, nous avons 4 phases pour P1 et nous avons quoi? 25 le nombre de lots de transfert. Nous avons 25 lots de transfert entre A et D, entre D et B, entre B et E. Pour P2, nous avons ici 6 phases. La phase 10, c'est le poste F, le poste B, le poste D, le poste A, le poste G et puis le poste B. Donc ici, le nombre de lots de transfert, c'est 43. Ça veut dire 43 entre F et B, 43 entre B et D, entre D et A, entre A et G, et puis entre G et B. Comme ça, on va obtenir la pièce P2, un produit fini depuis le poste B. La phase 3, ou bien la pièce 3, nous avons 4 phases. Donc F, B, D, A. Et puis le nombre de lots, c'est 15. Ça veut dire 15 entre F et B, entre B et D, et puis entre D et A. Et voilà, 4, nous avons seulement 3 phases. 5, P5, nous avons 4 phases de réalisation. Voilà. Alors, on va entamer maintenant la méthode. Alors, tout d'abord, on va tracer la matrice du flux, ou bien ce qu'on appelle une table de chaînons. Alors, la table des chaînons se représente sous la forme d'une demi-matrice, dont les lignes et les colonnes désignent les différents postes de travail. Alors, on va retenir cette représentation-là. Donc ici, nous avons des colonnes et puis nous avons des lignes. Alors, chaque intersection, donc, elle va représenter un chaînon dont on a parlé tout à l'heure. Par exemple, dans notre cas, nous avons 7 postes A, B, C, D, E, F et G. Et puis, le chaînon entre A et B, par exemple, c'est la case intersection entre la ligne de B et la colonne de A. Par exemple, la case ici qui est en étoile là, donc nous avons quoi? C'est l'intersection entre la colonne de B et la ligne de E. Donc ici on parle du chaînon BE, soit de B vers E ou bien de E vers B.
donc c'est cette case. Donc ici, dans cette matrice-là, chaque case, elle va représenter un chaînon. Voilà. Alors, on va maintenant inventorier les chaînons empruntés et déterminer leur indice de flux. Donc, tout d'abord, l'indice de flux va être représenté, il va représenter la fréquentation des chaînons considérés par l'îlot de transfert. Ça veut dire combien il est fréquenté entre le poste A, par exemple, et poste B. Alors, pour remplir la matrice, il faut reprendre chaque gamme et inscrire dans chaque case représentant un chaînon emprunté. Ça veut dire qu'il faut revenir au tableau de l'autre qu'on a fait tout à l'heure et puis de relever le nombre de lots qu'on avait tout à l'heure. C'est ce qu'on va faire maintenant. Voilà. Donc nous avons le tableau. Donc ici nous avons le nombre de lots. Donc on va s'intéresser à son nombre ici. Voilà. Donc par exemple, en commençant par P1, on a dit que la famille des pièces P1, elle va être réalisée suivant 4 phases. La première phase, elle va être réalisée sur le poste A. Deuxième phase sur le poste D. Troisième phase sur le poste B. Et puis, quatrième phase sur le poste E. Donc, nous avons 4 phases pour obtenir un produit fini de la famille P1. Donc, on va venir ici, dans la matrice, on va chercher le chaînon AD. Comment on va le chercher? On va y aller vers A, la colonne de A, et puis la ligne de D. L'intersection ici, donc c'est quoi? C'est 25. Alors, 25, c'est le nombre de lots qu'on va transférer entre A vers D. Et puis, une fois les PS sont transférés à D, on va réaliser la phase 20. Et une fois la phase 20 est réalisée, donc les PS vont être transférés à B. Donc on va chercher également l'intersection entre B et D. On va noter également 25. Entre B et E, la même chose, on va noter 25. Comme ça, la famille P1, elle est maintenant, on a rempli la matrice qui répond à la famille P1 dans cette gamme-là. On va faire la même chose pour toutes les familles, de P1 jusqu'à P5. Donc, on va faire ici. Seulement, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Donc, parfois, nous avons des chaînons qui se répètent. Par exemple, ici, nous avons AD, la famille P1. Et puis, ici, nous avons DA. Et puis, ici également DA. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une sommation. On va prendre 25. On va l'ajouter à 43. On va l'ajouter à 15. Et puis, la somme, on va la noter ici. Donc, le chaînon entre A et D, donc si on fait ici 83, pourquoi? Parce que nous avons un chaînon dans la famille P1, et puis dans P2, et puis dans P3. Donc, c'est la méthode qu'on va suivre ici pour remplir toute la matrice. Et comme ça, on va obtenir à la fin, donc entre A et B, nous avons 90. Donc, par exemple, ici, entre A et B, donc, quand on est ici, A et B, nous avons 90 ici. Et puis, nous avons seulement A et B, le chaînon, c'est seulement dans la famille P5. Donc, on va écrire 90. Alors, entre A et C, donc l'intersection, c'est 24. BC, l'intersection, c'est 114. Donc, c'est une sommation, ainsi de suite, jusqu'à remplir toutes les cases. Donc, si il se répète, par exemple, ici, FB, FB, donc F, avec B, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la sommation de celle-là, donc 43 plus 15, et voilà, plus, voilà, 43 plus 15, et puis retrouver le résultat final ici. Alors voilà, alors et à la fin, une fois la matrice, une fois on a terminé le remplissage de la matrice, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à compter le nombre de chaînons que nous avons obtenus. Donc ici, on va tout simplement compter le nombre de cases. Donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ici, on parle de 10 cases qui sont remplies de la matrice. Donc nous avons 10 chaînons. Alors cette implémentation concerne 7 postes de A jusqu'à G. Ces 7 postes sont reliés entre eux par 10 chaînons qui correspondent à 10 cases qui contenant l'indication d'un indice du flux, à savoir les cases AB, AC, ainsi de suite, jusqu'à la fin, jusqu'à citer les 10 cases. Alors, une autre remarque qu'on peut remarquer ici, alors le flux le plus dense est sur le chaînon BC, voilà, entre B, si nous avons 114, c'est la valeur la plus grande, et puis le flux le plus faible, c'est le chaînon AC, nous avons 24, c'est la valeur la plus faible. Voilà, ensuite,
on va venir pour classer les postes de travail. Alors, le nombre de chaînons partant, arrivant à un poste, correspond au nombre de cas remplis sur la ligne et sur la colonne de chaque poste de travail. Donc, on va classer ces postes-là selon nos nombres de chaînons. Voilà. Alors, nous avons la matrice. Notre matrice, c'est celle-là. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Alors, on va compter pour chaque poste. Par exemple, A, on va compter le nombre de cases qui sont remplies, soit dans la colonne, soit dans la ligne. Donc, pour A, par exemple, nous avons ici 1, 2, 3, 4. Voilà, donc nous avons 4 chaînons. On va noter ici 4. Dans le poste B, on va compter 1, 2, 3, 4, 5 dans la colonne. Et nous avons ici la ligne, donc 6. Donc ici, nous avons 6 chaînons. Pour le poste C, donc, nous avons dans la colonne 1, une case qui est remplie. Et dans la ligne, voilà, les deux cases ils sont remplies. Donc 1, 2, 3. Donc c'est 3 chaînons. Pour le poste D, on va faire la même chose. La colonne, donc ici, elle est vide. Donc seulement la ligne qui est remplie. Donc nous avons 3. E, nous avons une seule. Voilà. F, nous avons un chaînon. Et pour G, nous avons 2 chaînons. Une fois on a compté le nombre de chaînons de chaque poste, on va l'inscrire ici. Donc pour A, c'est 4. Pour B, c'est 6. C, 3. D, 3, ainsi de suite. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On va classer ces postes suivant le nombre de chaînons. Donc, qu'est-ce qu'on constate ici? Nous avons le poste B à le plus grand nombre de chaînons. Donc, c'est 6. 6, donc ça, c'est le premier poste. C'est le poste B. Ça veut dire c'est le poste le plus chargé. Suivi par quoi? Donc, après 6, nous avons 4. Donc, il va être suivi par le poste A. A, il a 4 chaînons. Alors, suivi par quoi? Suivi par C et D parce que nous avons ici 3, 3. Alors, dans ce cas-là, nous avons quoi? C'est une égalité en nombre de chaînons. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Une fois ils sont égales, donc remarque, en cas de nombre de chaînons identiques sur un poste, favoriser les plus importants en termes de flux. Donc, à ce moment-là, on sait, on dit nous avons 3 chaînons, donc c'est une égalité. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste à compter le nombre de flux. Ça veut dire faire la sommation 24 plus 114, et puis faire la sommation 83 plus 90, et puis le nombre le plus grand, on va dire que ça c'est 3e et l'autre c'est 4e. Donc ici on constate que D, le nombre de flux de D est plus grand que C, donc D c'est le 3e, suivi par C, et puis suivi par G, et puis par on va dire la même chose entre E et F, donc suivi par F et à la fin par E. Voilà, une fois on a classé maintenant le poste par le nombre de chaînons, on va dire que le poste le plus chargé ici c'est B. Donc on va faire intérêt à ce poste B de l'opposer au centre de la cellule de production. Voilà. Alors après, on va commencer à tracer l'implantation théorique de ces postes-là. Donc pour procéder à l'optimisation, il est judicieux d'utiliser une trame hexagonale et puis un crayon parce qu'on a besoin de faire des corrections après. Alors tout d'abord, on va repérer le poste le plus chargé en chaînon et reporter-le sur la trame. Donc on va le reporter bien sûr sur le nœud de la trame, choisir sa position sur un nœud de la trame, et puis qu'est-ce qu'il faut faire? On va tracer les chaînons qui sont reliés aux autres postes. Entre ce poste-là, le poste suivant, ainsi de suite. Quatrièmement, on va modifier les positions des postes en limitant les chaînons hors module et les croisements. Ça, on va le voir après. Donc c'est pour ça qu'on a parlé, il faut travailler tout d'abord par un crayon parce qu'on a besoin de faire des modifications. Et à la fin, on va visualiser l'implantation en mettant en relief les flux les plus importants. Ça veut dire on va faire une vérification avec le tableau des gammes. Donc dans notre cas, nous avons le poste le plus chargé, c'est le poste B. Alors, on va choisir le poste B, on va le représenter dans le nœud de la trame. Donc B, c'est le poste le plus chargé en chaînon. Suivi par quoi? Suivi par le poste A. Donc voilà, on va également poser le poste A. On va l'inscrire sur un nœud. Et puis, nous avons une liaison entre A et B, suivant la trame. Troisième itération, donc sur le D, il va suivre A. Donc D, c'est le poste suivant, il est relié à la fois à A et B, ça veut dire nous avons le chaînon DA et nous avons le chaînon DB.
Donc on va le représenter ici d'une façon d'avoir une liaison suivant les tracés, les lignes de la trame entre avec A et avec B. Et ainsi de suite jusqu'à traiter tous les postes de l'exemple. Alors, à la fin, on va trouver cette représentation ici. Donc nous avons A, B, donc on a commencé par B, puis A, puis D, puis C, voilà, puis G, puis E et F. Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut constater ici? On peut dire ici nous avons le chaînon AG et se croise avec le chaînon DC et le chaînon DB, et puis nous avons le chaînon DC et se croise avec DA. Donc si on parle de 3 croisements. Donc nous avons ici des croisements donc, dans la trace de l'implantation, donc il faut éviter ces croisements-là. Et puis nous avons 2 chaînons hors modèle. Nous avons le chaînon AG, ça veut dire c'est un chemin qui n'est pas appartient à la trame, donc on a tracé, c'est pour ça qu'elle a donné un croisement. La même chose en D et C, donc c'est un chemin qu'on a ajouté, qui n'appartient pas à la trame. Donc on appelle un chaînon hors module, c'est un chaînon qui n'utilise pas un tracé de la trame. Alors un chaînon hors module correspond toujours à un trajet qui est plus long. Ça veut dire, nous avons exemple ici de AG, donc c'est un trajet qui est un peu long. Donc qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut modifier pour optimiser les croisements avec les chaînons hors module. Donc optimisation de solution, limiter au maximum les chaînons hors module et limiter également les croisements. Donc il faut prendre un crayon, il faut maintenant effacer et changer ce qu'il faut changer. Alors pour notre cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une permutation entre G et C. On va faire, ça veut dire on va prendre G à la place de C, puis C à la place de G. Alors comme ça, on va trouver cette trame-là. Donc nous avons B, D, A, G maintenant et C. Alors qu'est-ce qu'on va constater? Que le nombre de croisements maintenant, il est diminué. Tout à l'heure, ici, nous avons 3. Maintenant, ici, nous avons seulement un seul croisement et une seule trame ou bien un seul chaînon qui est hors module. Voilà. Une fois on a tracé notre chaînon, donc on a optimisé la solution, donc on a limité le nombre de croisements et les chaînons hors module. Donc on peut vérifier maintenant la plantation en traçant les différents flux. Donc la vérification consiste à faire apparaître les flux du colonne de chaque gamme. Donc on a besoin à rappeler le tableau du gamme, donc comme ça, et pour faire une vérification de la trame qu'on a tracée tout à l'heure. Donc pour P1, il va commencer par le poste A, voilà A vers D, D vers B, B vers E, et puis la sortie de la pièce P1. Pour la pièce P2, donc à l'entrée, nous avons, c'est le poste F, donc on va entrer par F, vers B, B vers D, DA, AG, GB, et puis voilà, elle va sortir depuis le poste B. Pour le poste P3, la famille des pièces P3, on va commencer par le poste F, voilà F, vers B, B vers D, D vers A, et puis la sortie de la pièce par le poste A. Et puis pour la famille des pièces P4, nous avons A, C, B, donc elle va entrer par A, voilà, A vers C, C vers B, et puis B vers la sortie, voilà. Et puis P5, A, B, C, D, donc on va vérifier, voilà. Une fois on a vérifié tous les flux que nous avons dans le tableau, donc maintenant on va procéder cette implantation, et puis on va maintenant l'adapter à le local qui est prévu, bien le local que nous avons dans la réalité. Alors, voilà. Alors, on va faire maintenant adapter l'implantation théorique dans un local prévu. Alors, tout d'abord, on va voir est-ce que nous avons des contraintes. Alors, dans notre exemple, on va dire que contrainte au niveau du poste, le poste E nécessite une source d'énergie pneumatique. Donc, elle va être près de la source de l'énergie pneumatique, par exemple, compresseur. Et puis le poste C est un poste de soudure qui doit être isolé d'autres postes. Donc le poste C, il faut l'isoler, de le faire dans un coin pour l'isoler. Et puis nous avons ici la forme du local dont nous disposons. Donc ici nous avons le compresseur, il est là. Donc bien sûr, le poste E, il doit être proche du compresseur. Et puis nous avons également des ouvertures ici pour l'entrée et sortie des pièces. Alors nous avons quoi ici? Donc à la fin, on va retrouver notre local ici, on va poser notre poste
Donc on a dit que E, il a besoin d'une énergie pneumatique. Il a besoin d'une énergie pneumatique, donc il va être à côté du compresseur. Le poste C, c'est un poste de soudure, il va être isolé. Donc voilà, on l'a fait ici dans ce coin-là, et puis on l'a isolé deux autres machines. Et voilà, et puis notre poste qui est le plus chargé, c'est ce B, il va être au milieu avec les chaînons qu'on a tracés tout à l'heure. Ils sont là, donc B, A, D, F et G. Voilà, E, ici on a respecté donc l'implantation théorique. Et voilà, comme ça, donc ils sont proches. Donc par exemple, P1, il va entrer par exemple par A, donc il est proche, il va entrer par là. Puis il va sortir par E, donc voilà, il va sortir par ici. Pour P2 également, il va entrer par F, donc il va entrer par l'autre porte. Et puis il va sortir par B, donc B il est là, donc il va sortir également soit par ici ou bien par l'autre côté. Voilà. Et puis nous avons également P3, il va entrer par F. Voilà, donc il va entrer ici. P4 et P5 par A, donc ils vont entrer dans l'autre côté. Voilà, donc c'est tout ce qui concerne ce chapitre-là. Donc ici, c'est une application pour avoir une implantation des machines selon la méthode des chaînons. Et merci.